On va commencer donc cette première conférence là qui débute le cycle, qui avait été intitulé au départ Nature à l'œuvre dans l'art et qu'on pourrait peut-être réintituler Humain non humain face à l'acte artistique ou dans l'acte artistique. Donc, ça va se décliner en 4 conférences, donc celle de Stéphane Christensen aujourd'hui sur la résonance des rythmes, l'œuvre d'art comme territoire de rencontre interspécifique. Dans 15 jours, le 20 mars, c'est Agnès Meyer-Brandis qui interviendra en visioconférence de Tallinn. Je pense qu'elle est à Tallinn ou à Pärnu, enfin, elle est en Estonie. Et ce sera une conférence en anglais, Have a Tea with a Tree. Le 27 mars, ce sera François-Bernard Mache qui nous fera l'honneur de venir ici pour nous donner une conférence intitulée Polysémie du mot nature pour un compositeur. En heure et en temps, je vous présenterai qui est François-Bernard Mache, qui a été donc professeur de musicologie ici, directeur du département, compositeur, académicien. Et le 3 avril, donc de 14h30 à 16h30, Sabina Yoju-Han va venir de University of California at Santa Barbara pour venir nous parler de The Perceptual Transformation of Imperceptible Biological Data. Ça aura lieu à côté en salle de conférence. Donc Sabina vient de Californie spécialement pour vous parler. Donc on va avoir un cycle cohérent qui va être juste brièvement interrompu par une conférence en ligne le 31 mars, je vous le rappelle. C'est le rattrapage de la conférence d'Esther Pineda qui n'avait pas pu avoir lieu pour des raisons techniques le 17 février. Accompagne ce cycle de conférences, je vous y rends attentif, une exposition de Catherine Gattinger, Plan B, qui est organisée en lien avec les journées d'études Quand les comportements deviennent gestes, réappropriation urbaine animale dans la perspective de l'art. C'est une exposition qui a lieu en ce moment jusqu'à la fin mars à la Cryogénie. Et l'idée, c'est de montrer des collaborations avec des animaux et avec d'autres formes du vivant, avec des installations in situ, des sculptures, des dessins, des photographies. Et donc, je vous invite vivement à venir, à aller visiter cette exposition. Vous retrouverez sur le site de l'ACRA les horaires d'ouverture. Et là, j'ai échangé très récemment avec Catherine. Il est possible qu'on organise une visite avec elle sur place. Cette exposition prend évidemment tout son sens avec notre cycle de conférences. Pourquoi ce cycle de conférences? Elle est issue d'une convergence de préoccupations qui est évidemment, je dirais, ubiquitaire avec la prise de conscience générale, citoyenne, mondiale, de la précarité et de la vulnérabilité de notre environnement naturel. Donc, il prend le terme qui devient parfois presque galvaudé d'urgence climatique et qui se traduit de manière parfois extrêmement angoissée et angoissante parce qu'elle dépasse notre propre individualité et notre propre espèce. Et elle reflète une attention sur le plan artistique, sur le plan de la création, une attention à la nature de la part d'artistes, de la part de philosophes, qui d'une certaine manière rend obsolète l'opposition classique que vous avez pratiquée lors de cours de philosophie, même au lycée, entre nature et culture, et une opposition héritée de la philosophie, la tradition rationaliste classique, cartésienne pour l'essentiel, et aussi de l'esthétique romantique, où la nature était surtout vue comme reflet des expressions du moi. L'interrogation de la création et surtout de l'aptitude à la création artistique comme non exclusive de l'espèce humaine remonte est plus ancienne peut-être que ce que l'on peut penser. Elle remonte sans doute au début des années 70 avec des positionnements intellectuels peu communs, comme celui par exemple de François-Bernard Mache, qui nous l'exposera dans 15 jours, qui, à une époque, revendiquait largement des approches culturalistes, s'est posé résolument et d'une manière qui a fait scandale à l'époque, de manière à la fois anhistorique et anticulturaliste, en remettant résolument en question la primauté créatrice et artistique de l'espèce humaine et en mettant à jour, au contraire, des pratiques vraiment créatrices
et de création musicale en particulier, dans les espèces animales et pas simplement chez les oiseaux, pas simplement le rossignol des romantiques. Et à partir de cela, en mettant à jour des archétypes sonores communs aux vivants, humains ou animal. Alors, être attentif à ce que le non-humain produit culturel revient à questionner aussi notre propre sensibilité, notre propre capacité à en percevoir la culturalité et, ce faisant, à déconstruire la perception de notre culturalité et de ses normes. Il est à noter aussi que l'opposition entre humain et non-humain ne se réduit pas seulement à une opposition entre animal humain et animal non humain, mais doit aussi inclure des formes végétales, minérales, voire certaines formes hybrides entre animal et végétal, puisqu'il y a à l'heure actuelle des espèces dont on ne sait pas si elles sont animales ou végétales. Et puis le non-humain, ça renvoie également aux artefacts de l'humain, à l'intelligence artificielle que nous avons rencontrée dans notre premier séminaire avec le projet REACH et avec cette intelligence artificielle qui improvisait en dialogue avec des musiciens bien humains. Et certains d'entre vous ont pu assister à des prestations assez étonnantes d'une improvisatrice qui était réellement stimulée dans son improvisation par l'intelligence artificielle qui non seulement lui répondait, mais qui lui proposait faisait des suggestions. Et il y avait une expérience assez fascinante. Alors, plus précisément, aujourd'hui, Stefan Christensen, que beaucoup d'entre vous connaissent pour avoir suivi ses cours, donc est professeur d'esthétique à l'Université de Strasbourg. Il est doyen de la Faculté des Arts. Il a travaillé au départ sur la phénoménologie de l'expression, en particulier dans sa thèse de doctorat, et s'est intéressé également à la philosophie de la psychiatrie et de la psychanalyse et à l'œuvre de Jean-Luc Godard. Et il développe actuellement ses recherches sur les artistes qui associent des acteurs non humains à leurs œuvres, et c'est grâce à lui que nous devons la présence de Sabina Yojohan et par visioconférence de Agnès Meyer-Brandis d'ici 15 jours. Aujourd'hui, Stéphane va nous parler de la résonance des rythmes, les rythmes dans un sens différent de ce que nous entendons en musique, en s'intéressant donc à l'œuvre d'art comme territoire de rencontre interspécifique, donc entre espèces, dans la mesure où ces êtres vivants, qui sont autres qu'humains, intègrent et imposent d'une certaine manière leur propre rythme à celui de l'acte artistique humain. Et donc, voilà, nous sommes... Ah, j'ai tout dit. Ah, zut, alors. Et donc, nous sommes très impatients de t'entendre. Bien, bon, merci beaucoup pour l'occasion de parler dans ce cadre. Je ne sais pas si c'est un peu peut-être malhonnête, mais c'est vrai que comment dire, la charge mentale, comme on dit, de doyen me pose des difficultés de concentration et donc si c'est encore assez, même si c'est la troisième fois que j'essaie de développer un argument de ce genre, je ne suis pas très, voilà, mais j'espère qu'il y aura quand même assez de choses pour qu'on puisse discuter. Donc ce petit cycle fait suite aussi à un colloque un petit colloque que j'avais organisé en juin dernier, qui s'était intitulé la résonance des rythmes. Et l'idée était de croiser des perspectives à la fois historiques, donc l'histoire de l'art, philosophique et artistique, sur justement ces collaborations avec des vivants non humains dans les œuvres eux-mêmes. C'est peut-être juste la différence qu'il peut y avoir avec le travail de Catherine Gattinger, notre collègue dont tu parlais à juste titre. Effectivement, il y a une forte convergence, une forte familiarité entre ces travaux et ce qui aussi m'intéresse. Mais effectivement, dans l'expo, on ne trouvera pas explicitement de bactéries ou d'autres collaborations dans l'expo même, au niveau des œuvres elles-mêmes. Mais on voit bien que effectivement, toutes les œuvres qui sont montrées dans cette exposition portent la trace de l'activité, en particulier de sangliers, de renards, mais aussi d'oiseaux
surtout des mammifères principalement. Mais voilà, on va essayer de continuer et développer la réflexion aussi un peu plus en commun par la suite. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était intéressant de focaliser sur les œuvres qui comprennent la participation d'acteurs non humains. D'abord en premier lieu, parce qu'elles sont des expériences de rencontre avec d'autres subjectivités. Donc, je pars du présupposé que la subjectivité, évidemment, n'est pas que humaine. Hein, que dès qu'il y a un point de vue dès qu'il y a un être vivant, il y a un point de vue sur le monde, il y a des préférences qui s'expriment, il y a un comportement qui fait sens. Voilà, c'est même si on a peut-être des degrés de choix plus élevés si on a un système nerveux plus complexe comme nous que si on est un insecte. Mais ça, c'est évidemment une autre question. Donc, c'est un peu un présupposé, mais peut-être je peux juste quand même dire deux mots là-dessus. Le point de départ dont je ne parlerai pas vraiment cette fois-ci, mais sur le plan de la science et de la biologie, je me réfère principalement à la tradition dite de la biosémiotique. Si certains d'entre vous ont entendu parler, c'est une tradition qui croise biologie et linguistique, comme son nom l'indique, qui s'est surtout développée en Scandinavie et en particulier en Estonie, étonnamment, à l'université de Tartu. Il y a depuis longtemps, en fait, l'origine, le grand-père fondateur de cette discipline, c'était le fameux biologiste allemand actif dans l'entre-deux-guerres, surtout, qui s'appelait Jakob von Uexküll, qui est quand même assez connu. Donc von comme von, et puis Uexküll, U-E-X-K-U-2L. Et donc, c'est un texte il y a plus. Bon, c'était un auteur très prolifique, c'était un des grands biologistes de son époque. Il y a un texte de 1934 très fameux qui s'intitule en français, qui a été traduit en français déjà dans les années 50 sous le titre Mondes animaux et monde humain. En allemand, c'est Streifzüge durch die Umwelten von Menschen und Tieren, à peu près. Donc, c'est incursion dans les Umwelten, dans les milieux ou environnements d'hommes et d'animaux. Et là-dedans, il soutient que n'importe quel vivant, il prend l'exemple d'un vivant relativement primitif, entre guillemets, comme la tique, hein, ceux qui se sont énormément développés ces dernières années sous l'effet du changement climatique d'ailleurs. Maintenant, donc c'est ces insectes qui se laissent tomber sur des mammifères et qui cherchent un endroit où il y a peu de poils, où ils peuvent s'accrocher à la peau et puis sucer le sang. Et on les connaît parce que les humains, on les aime pas trop parce qu'ils peuvent transmettre certaines maladies assez embêtantes, comme la maladie de Lyme notamment. Bref, la tique, elle intéresse Uexküll parce que c'est un animal qui peut rester pendant des années comme ça, quasiment inerte sur sa branche d'un buisson, jusqu'à enfin, tout à coup, il sent un mammifère qui passe dessous et puis hop, il lâche prise et puis il se laisse tomber sur le corps du renard ou de je ne sais pas quel, ou justement d'un humain qui passe par là. Et donc, ce qui intéresse von Uexküll avec la tique, c'est qu'elle est attentive qu'à 3 signes. Il n'y a que 3 moments qui peuvent la faire bouger, qui peuvent la déclencher chez elle une réaction. Donc, elle paraît mécanique, mais en réalité, donc, ce qu'il montre dans son texte, c'est que en fait, on doit quand même, je vous passe tout l'argumentaire, hein, parce que c'est juste pour l'introduction, on doit quand même admettre qu'elle en fait, est attentive à des signes donnés par des odeurs, hein, par certaines substances chimiques, etc., certains acides particuliers.
Et d'où l'idée qu'il y a 3 signes auxquels elle est attentive qui en fait existent dans son Umwelt. C'est ce qui distingue le Umwelt de Umgebung. Le Umwelt, c'est l'environnement, c'est l'ensemble de ce qui peut faire signe, de ce qui peut faire sens pour un être vivant, alors que Umgebung, c'est tout le contexte dans lequel il vit, où il y a tout le reste aussi. Voilà, donc c'est cette dimension du sens qui est essentielle. Je veux juste souligner qu'il y a un peu l'état de présupposé. Et ça a été énormément développé dans cette école cette tradition de biosémiotique. Il y avait un sémioticien soviétique, Yuri Lotman, qui a beaucoup développé ces idées-là dans les années 70-80. Et puis, depuis la chute de l'Union soviétique, à Tartu, ça s'est développé autour du professeur Kalevi Kuhl, K-U-2-L, qui a énormément publié. Vous pouvez googler son nom, il y a plein de ses textes. Dans la revue Biosemiotics, qui est très active. Il y a aussi des gens intéressants à Copenhague et en Norvège. Là, je viens d'entendre, c'est parce que je participe en même temps, c'est assez télescopé, quoi. J'ai en même temps un colloque en ce moment online d'une collègue aux Pays-Bas qui organise un truc sur les subjectivités animales entre science et phénoménologie. Donc, pas spécialement scientifique, mais plus entre science et philosophie. Et là, il y avait un collègue de Oslo, Martin Tønnesen, qui fait des choses intéressantes. Non, Mante, mais je vais juste mettre son nom aussi, à tout hasard. Comme ça, donc, c'est toute une tradition dont la thèse fondamentale est simple. Quand il y a du vivant, il y a du sens. Même sur le plan moléculaire. C'est-à-dire, et puis que le sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du choix. Ça veut dire qu'on peut aller vers, parce que c'est bon, parce que c'est un nutriment ou quelque chose comme ça, ou on peut s'en détourner. Et il y a une échelle de préférence. Il y a quelque chose, donc une forme de perception, de métabolisation. Bon, donc, pourquoi ces œuvres m'intéressent? Parce qu'elles sont des expériences de rencontre avec d'autres subjectivités. Et deuxièmement, parce qu'elles mettent le spectateur, la spectatrice, en présence d'une temporalité à chaque fois singulière. C'est-à-dire que c'est des œuvres qui, d'une certaine façon, manifestent de manière particulièrement claire la temporalité intrinsèque des œuvres d'art aussi visuelles, ou des installations ou autres, ce qui évidemment pour les musiciens et les cinématographes n'est pas un scoop, mais pour ce qui est des arts visuels, la peinture, c'est intéressant de développer cet aspect de la temporalité, de la structure temporelle d'une œuvre. Et troisième point, et c'est là peut-être que je vais essayer d'en venir aujourd'hui, elles peuvent avoir pour effet, je dis bien elles peuvent, parce que ce n'est pas obligé, on peut aussi très bien passer à côté et rien comprendre, rien sentir, mais elles peuvent avoir pour effet de développer notre sensibilité. Et c'est là qu'on est dans ce contexte un peu plus politique de que peut l'art dans le contexte de la transition écologique. C'est le contexte politique que tu situais aussi très bien tout à l'heure, Anne-Sylvie, qui me tient aussi très à cœur. On essaie d'ailleurs, à cet égard-là, je suis assez actif avec l'association Utopiana à Genève, donc qui est dirigée par mon épouse, Anna Barseguian, et on invite des artistes là-bas aussi qui ont pour particularité de s'intéresser justement, de travailler avec des vivants, notamment dans le jardin qui est autour de la maison qu'on occupe, dans laquelle on accueille des artistes en résidence. Donc voilà, je vais explorer ces 3 aspects, donc rencontre avec d'autres subjectivités, rencontre avec une temporalité à chaque fois singulière, et puis développement de la sensibilité. Je vais essayer de développer un petit peu, explorer ces 3 aspects dans mon intervention en présentant et en discutant certaines propositions artistiques, certaines issues du colloque. J'anticiperai peut-être un peu sur ce que Agnès, dans 2 semaines, va aussi elle-même montrer, mais ce serait intéressant de toute façon de l'entendre parler elle-même de son propre travail, mais j'en parlerai déjà un petit peu aussi aujourd'hui et de quelques autres. Et puis, voilà, puis je proposerai donc une réflexion sur l'esthétique de nos relations avec les autres vivants. Qu'est-ce qui se passe dans notre rencontre avec une œuvre si elle montre l'action et les comportements d'autres vivants que nous autres? Avant d'entrer
matière, vraiment, je voulais faire un détour sur la motivation, une autre motivation aussi que celle peut-être plus philosophique que celle que je viens de citer pour travailler sur ces questions. Je ne sais pas, c'est une réflexion qui m'est venue un peu comme ça. Peut-être aussi parce que je vais participer dans un mois et demi à un colloque à Paris, organisé par les amis phénoménologues sur la question de l'homme en phénoménologie. Et puis, il y a beaucoup dans la tradition phénoménologique à laquelle j'appartiens qui sont très attachés à toujours affirmer qu'est-ce qu'il y a de spécifique chez l'homme. Hein, c'est la question de la différence anthropologique qui reste une grande affaire qui obsède beaucoup de monde. En fait, j'ai envie de... Comment dire? Oui, en fait, je fais ce préambule aussi puisque, évidemment, quand on a une approche phénoménologique, comme je la revendique, c'est-à-dire une approche qui cherche à décrire le contenu et les structures de l'expérience en première personne, c'est ça, pour moi, si vous voulez, la définition de base de l'approche phénoménologique, c'est décrire les structures et le contenu de l'expérience en première personne. De manière évidente, le modèle de cette forme de subjectivité, évidemment, c'est la subjectivité humaine. Évidemment que ce serait un peu malhonnête de prétendre d'un coup que, voilà, on va comme ça, spontanément, décrire la manière dont, je ne sais pas moi, se présente un vol dans un parc du point de vue d'un corbeau, avec ses yeux divergents de chaque côté de la tête, et puis on ne peut que l'observer et interpréter son comportement. Donc logiquement, il y a une superposition entre subjectivité et subjectivité humaine en général. Donc c'est très tentant d'un point de vue phénoménologique de dire finalement on parle que du point de vue humain, et quand on prétend parler du point de vue d'un autre vivant non humain, que c'est un petit peu une substitution abusive, malhonnête, ou anthropocentrique, mais qui ne s'assume pas comme telle. Enfin, pardon. Et voilà, c'est par rapport à ça que je voudrais faire ce petit préambule sur la différence anthropologique. Donc on a toujours cherché dans la philosophie occidentale, en tout cas depuis minimum Platon et Aristote, tel ou tel critère qui distingue l'homme de tous les animaux. Une sorte de questionnement angoissé et angoissant. Alors que le présupposé dans toute la tradition est que l'homme n'est pas un animal. D'ailleurs, en général, on dit l'homme et l'animal comme si on n'était pas une espèce d'animal. On dit l'homme, et puis après, il y a l'animal, comme si ça faisait une unité, comme si entre l'éléphant et la tique, il y avait un peu... Comme s'il y avait plus de choses en commun entre l'éléphant et la tique qu'avec nous. Bon, ça, c'est déjà un peu étrange, c'est un présupposé déjà qu'on peut questionner, mais qui a été assez peu questionné dans la tradition, à ma connaissance du moins. Donc, alors que le présupposé dans toute la tradition est que l'homme n'est pas un animal, puisque c'est la définition même de l'homme, l'effort théorique pourtant a été, chez énormément d'auteurs à travers les siècles, de trouver un argument, un critère qui prouverait la différence anthropologique, qui prouverait que, décidément, ça se justifie. Il y a bien quelque chose que l'homme a en propre qui n'est pas, que d'autres animaux n'ont pas. Alors, on a passé par la possession du langage, par le rire, par, en général, la culture, la possession de la pratique de rites funéraires, la religion, ou encore plus récemment, Étienne Bimbenet, un collègue justement s'inscrit aussi dans la tradition phénoménologique, qui développe beaucoup cette idée que seuls les humains, un peu comme le fait entre autres Heidegger aussi, que seuls les hommes ont le sens de la réalité en tant que telle. L'idée de monde ou de réalité objective, c'est seulement les hommes qui l'ont, alors que les animaux, eux, ils sont toujours dans leur contexte, en train de passer d'un problème à l'autre. Mais bref, on a toujours été à la recherche de le truc qui permettra de tracer une frontière entre l'homme et tous les autres vivants et qui justifiera donc par là aussi
donc la domination et l'exploitation des autres vivants par les hommes. Et je trouve que c'est important de suspendre, enfin de mettre en question, voilà, si ce n'est de la mettre à la poubelle, en tout cas de suspendre cette tradition pour plusieurs raisons, notamment parce qu'elle a pour but et pour effet de réprimer et pour tout dire de rendre invraisemblable la parenté des humains avec les autres vivants. En effet, il nous arrive plus d'une fois d'oublier que nous sommes justement aussi une espèce animale, résultat de millions d'années d'évolution, et donc aussi nous-mêmes dépendants de la santé des écosystèmes dont nous vivons. Ça, c'est un argument assez évident, qui est répété souvent, mais qui, d'un point de vue philosophique, dont il faut tirer les conséquences d'un point de vue philosophique aussi, ce qui n'est pas du tout encore gagné. Il y a un philosophe écrivain états-unien auquel je suis très attaché. Le livre est dans un sale état. Il était un peu bouffé par mon chat d'ailleurs ici. Comment? C'est la fois qu'il a été utilisé. Certes, exactement. David Abram. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de lui. Là, c'est pas compliqué de noter son nom. Donc voilà, il s'appelle comme ça. Et il est l'auteur de 2 livres. L'un a été traduit en français il y a une dizaine d'années déjà sous le titre « Comment la Terre s'est tue ». En anglais, le titre est beaucoup plus évocateur et beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus... moins déprimant en tout cas. The Spell of the Sensuous. Donc l'appel, le charme, le sort du sensible ou du sensuel. The sensuous, c'est un peu le sensible et le sensuel, c'est un peu les deux ensemble. C'est pas mal en anglais d'ailleurs. Il y a the sensible, the sentient, sensuous et plusieurs autres encore dérivés de la même racine. Et David Abram donne donc dans son livre, en fait, son 2e livre, qui lui s'intitule Becoming Animal, An Earthly Cosmology, donc, devenir animal, une cosmologie terrestre, que j'ai récemment traduit et qui va paraître dans quelques mois aux éditions d'Or, donne cet argument à plusieurs moments dans le livre que beaucoup de nos capacités sont enracinées et fondent une familiarité, une kinship, une parenté plus exactement, avec d'autres animaux. La plupart des cultures et civilisations traditionnelles dans le monde cultivent d'ailleurs justement la parenté avec les animaux tutélaires. C'est ce qu'on appelle le totémisme dans le jargon anthropologique, précisément pour garder à l'esprit en permanence notre insertion et notre appartenance à la terre, au lieu et au milieu qui nous prête vie. Je voulais citer un passage, page 77, à propos, comment il interprète les découvertes de Darwin. Darwin avait redécouvert la vérité profonde du totémisme, cette supposition commune à d'innombrables cultures indigènes mais bannie des bonnes sociétés, donc que les êtres humains sont étroitement apparentés à d'autres créatures et que différents autres animaux sont nos ancêtres directs. Voilà une forme de totémisme transposée dans le monde moderne, cette intuition totémique traduite dans le langage de l'origine par sélection naturelle à partir d'un ancêtre commun, selon le langage darwinien. Cette version moderne ne voyait pas différentes personnes comme les descendants d'animaux totémiques différents, mais reconnaissait toute l'humanité comme dérivée d'un lignage commun de créatures. À la suite des idées courageuses de Darwin, nous avons appris à considérer tous les humains comme membres d'une famille commune, mais l'implication sauvage et animiste de ces idées a pris beaucoup plus longtemps à émerger dans notre conscience collective, sans doute parce qu'elle menace grandement notre croyance si chère en la transcendance des humains. Human transcendence. Donc, en fait, les humains sont vraiment au-delà de tous les autres vivants. C'est pourtant une implication inévitable de la thèse de l'évolution. Nous, humains, sommes reliés corporellement par des liens directs ou indirects de l'évolution à tout autre organisme que nous croisons. Ça paraît assez évident, mais c'est vrai que c'est assez facile de le négliger. Donc, le dépassement de la différence anthropologique, à moins que j'avais... ouais, non, ça va. Je vais peut-être laisser ça de côté. Le dépassement de la différence anthropologique, ou plutôt l'abandon pur et simple de cette obsession, somme toute incongrue,
est un geste essentiel pour restaurer des relations plus saines et durables avec notre milieu. Et l'art a un rôle essentiel à jouer dans cette perspective. Il nous apprend, nous semble-t-il, enfin du moins certaines œuvres, hein, bien sûr, à percevoir, à faire l'expérience qu'il y a toujours une autre perspective possible dans le paysage. D'ailleurs, comme le fait aussi Estelle Zong-Mengal dans son dernier ouvrage, là, Apprendre à voir, qui est un très beau livre d'histoire de l'art, mais orienté sur cette question. Par exemple, l'image picturale, déjà, à elle-même, selon évidemment comment on l'interprète, du mouvement et sollicite nos capacités sensibles, même si la toile ne bouge pas, et semble se comporter comme un objet inerte. Donc les œuvres qui impliquent dans leur structure même la participation non humain ont d'autant plus de mouvement, ont une dimension temporelle intrinsèque. Alors, pour commencer, je vais peut-être juste jouer cette vidéo-là qu'on trouve sur YouTube, qui n'est pas d'une super qualité, mais enfin, qui donne une idée. J'évoquerai donc pour commencer une œuvre assez célèbre, je crois, de l'artiste français Pierre Huyghe, une des grandes stars de l'art contemporain, n'est-ce pas, qui était à la Documenta à Kassel en 2012, la 13e Documenta. Il s'agit d'un lieu tout au fond du grand parc Karlsauer. Je sais pas, ceux qui ont déjà eu l'occasion d'aller à Kassel visiter la Documenta, il y a, ça, près du centre-ville, il y a un gigantesque parc. Et souvent, dans plusieurs des Documenta, ce n'était pas le cas cette année, mais à d'autres éditions, il y a souvent des œuvres dans le parc. Et celle-ci était située tout au fond du parc. Il fallait marcher assez longtemps pour y arriver. Et arrivé sur place, ce qu'on voit, c'est comme voilà, il a un gros tas de compost, des orties qui poussent, des déchets de chantier, des parpaings un peu plus ou moins en vrac, et puis cette statue en granit d'une jeune femme avec un nid d'abeilles sur la tête, et également un chien qui était là durant toute la durée de l'exposition, elle dure 100 jours, hein, la Documenta. Ce chien, c'est le chien avec la patte rose. Donc, pour qu'on le reconnaisse bien. D'après ce que j'ai lu, c'était un chien qui est un peu dressé pour être un chien d'exposition. Donc, c'est pas. Je crois qu'il était là comme ça, et puis c'était un peu son coin, il était tranquille. C'est en été, hein, donc il n'avait pas froid. Donc, il y a ce nid d'abeilles qui grossit au fil des 100 jours de l'exposition. Il y avait aussi une fourmilière qui s'était établie petit à petit en périphérie du lieu. Voilà, donc ça s'appelait Untilled, ce qui veut dire plus ou moins en friche en français. Ça avait fait pas mal de... Ça avait eu un certain retentissement. Et moi, je me souviens de l'avoir vu. On avait été jusqu'au fond du parc, là. Et c'est vrai que il avait réussi, Pierre Huyghe, à créer une ambiance assez particulière. Et ouais, c'était assez impressionnant. Mais bon, alors ce que je veux juste insister sur deux ou trois aspects simplement. Alors, le premier aspect qui me semble important à souligner par rapport à une telle œuvre, c'est justement qu'elle a des contours flous, à la fois spatialement et temporellement. Puisqu'il s'agit, comme d'ailleurs dans d'autres œuvres aussi de Pierre Huyghe, il s'agit de l'aménagement de toute une sorte de petit écosystème entre le compost ou les micro-organismes qui travaillent dans le compost, les insectes, les abeilles qui vont polliniser les plantes aux alentours, et d'autres animaux d'ailleurs, d'autres animaux sauvages qui peuvent de temps en temps passer, j'imagine, la nuit, ou j'imagine qu'il doit y avoir aussi pas mal des renards ou d'autres qui passent de temps en temps. Donc ça, c'est des contours flous sur le plan spatial, et aussi évidemment sur le plan temporel, puisque ils n'ont pas tout débarrassé à la fin. Et puis, ce qu'il y avait avant aussi, les plantes autour, etc., participe de tout ça. Donc, c'est une sorte de réseau écologique d'interaction sans centre. Comme le dit une
une critique d'art allemande, Dorothea von Hantelmann. Donc là, je ne vais pas mettre son nom parce que ce n'est pas très intéressant, pas très important. Mais enfin, c'est une qui a écrit un peu sur lui. Elle écrit dans le mode circulaire de l'écologie, plutôt. Donc, elle est dans un mode circulaire de l'écologie. Bon, donc réseau écologique d'interaction sans centre. C'est fait selon les termes de Dorothea von Hantelmann, c'est dans un mode circulaire de l'écologie plutôt que dans le mode démiurgique de l'économie. C'est une formule un peu comme ça, pompeuse, mais dit assez bien. Et donc, elle met en question la corrélation avec le sujet spectateur traditionnel de l'œuvre. Et il y a aussi l'artiste lui-même dans cette interview-là, mais souligne beaucoup ce qui l'intéresse, c'est de mettre en œuvre, de mettre en scène de la contingence et de l'imprévisibilité, de l'imprévisible. Donc, un tel réseau, une sorte d'écosystème, de mini-écosystème, nécessite de manière évidente la collaboration active de partenaires non humains. Plus précisément, devrait-on dire, cette collaboration active est le cœur de l'œuvre elle-même qui, en ce sens, se confond, pour ainsi dire, avec son activation, si j'ose m'approprier les concepts qui sont au centre du travail un concept qui est au centre du travail d'Alessandro. Enfin, tu me diras si ça a une pertinence ou pas, en l'occurrence. On y reviendra peut-être plus tard, mais je pose déjà cette suggestion. Dans ce type d'œuvre, il n'y a pas un dehors à l'activation. Hors de l'activité des vivants qui la constituent, l'œuvre n'existe pas. On pourrait discuter de cet aspect ontologique éventuellement après. Et cela implique, c'est l'aspect qui m'intéresse un peu plus actuellement du moins, ça implique plus corrélativement donc la question du spectateur ou de la spectatrice. Est-ce que c'est uniquement l'activité des partenaires non humains qui constitue l'œuvre ou est-ce que la présence active des spectateurs aussi joue un rôle? Et là, évidemment, la réponse peut différer selon aussi la structure des œuvres. Je laisse la question ouverte comme ça pour l'instant. Maintenant, juste vous montrer aussi quelques autres exemples pour varier aussi le type d'acteurs. Là, on avait une multiplicité d'acteurs, un vrai petit écosystème. Il y a une œuvre beaucoup plus simple sur le plan de sa structure que je voulais vous montrer rapidement. Donc ça, c'est une œuvre d'un artiste allemand qui s'appelle Andreas Greiner, Greiner. Vous reconnaissez l'inspiration mondrianesque, évidemment. Donc c'est une reprise de composition C de Mondrian, mais avec des micro-organismes. Donc c'est une structure, une installation sous verre en fait, avec où les lignes noires de Mondrian sont des barrières entre les zones du tableau. Et donc vous avez des micro-organismes colorés qui sont nourris avec du agar-agar, qui est une sorte de sucre. Et donc logiquement, ces organismes ils vont changer de couleur progressivement à mesure que leur métabolisme s'active. Et voilà, on se retrouve avec quelque chose comme ça au bout de quelques semaines. Voilà, est-ce qu'il y en a une autre? Ouais, il y a juste ces deux images-là. Après, il y a d'autres images de comment ça a été fabriqué. Mais voilà, déjà, ces deux images indiquent un mouvement, hein, le mouvement du vivant à travers son métabolisme. Où on voit comme ça assez clairement l'inscription temporelle de l'œuvre, donc c'est à savoir le fait qu'elle existe dans une certaine durée, qui n'est pas forcément une durée déterminée, hein, comme un contrat précaire à l'université. On sait que ça se termine au 31 août, mais là, c'est un peu plus ouvert. Hein, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va décréter que c'est fini, quand est-ce qu'on va décréter que ça y est, les micro-organismes ont consommé tout l'agar-agar et il n'y a plus rien, mais peut-être qu'elles continuent vont peut-être continuer à se bouffer entre elles, et puis ça va. Mais bref, en tout cas, il y a une inscription temporelle déterminée, même si on ne sait pas exactement de combien, et où justement ça place le spectateur dans une position un peu voilà, assez singulière, c'est-à-dire qu'il faut être si on est
à un certain moment, simplement, de l'observation, et on ne va pas pouvoir regarder tout le film. C'est ça que je veux dire par là. Donc, le spectateur est dans une position de... Comment dire ça? C'est difficile à décrire clairement. Il est dans une position qui est partielle, qui peut voir qu'un petit bout de ce qui constitue en réalité l'œuvre, qui est justement cette évolution temporelle du métabolisme de... Ah oui, mais en fait, il y a 3 moments. Hein. Ça, c'est le moment du point de départ. Ça, c'est le deuxième moment, stage 2, où le bleu déborde un petit peu déjà. Et puis, troisième étape, là, il y a eu déjà pas mal de travail qui a été effectué. Bon, troisième exemple, dans ce champ finalement assez hétérogène. Alors, je vais passer assez vite sur elle. Elle va en parler probablement dans 2 semaines, Agnès Meyer-Brandis. Donc vous pouvez aussi regarder vous-même sur le site à l'occasion. Ce site, c'est donc bluebloob.net. Bon, si vous googlez Agnès Meyer-Brandis, vous trouverez aussi facilement et donc ça, c'est un de ces travaux qui m'intéresse particulièrement, qu'elle a intitulé donc One Tree ID, How to Become a Tree for Another Tree. Et je vous lis vite l'argument ici. Le projet One Tree ID transforme les composants organiques volatiles formant l'identité d'un arbre spécifique. Donc, c'est-à-dire chaque arbre semble avoir une sorte de composition d'identité olfactive spécifique qu'on peut capter sous forme d'huile essentielle ou sous forme d'extrait essentiel comme ça. Donc, transforme ces composants organiques volatiles en un parfum qui peut être appliqué au corps humain. En l'appliquant, une personne peut revêtir non seulement les caractéristiques de l'arbre face auquel elle se trouve, mais aussi utiliser une partie de son système de communication et potentiellement tenir une conversation qui, bien que invisible et inaudible par nature, pourrait pourtant avoir lieu sur le plan biochimique que les plantes utilisent pour échanger des informations. Ça, c'est le petit texte ici que j'ai traduit, qu'elle a écrit en fin de citation. Donc, l'œuvre consiste expressément et explicitement dans la rencontre avec le rituel avec le rituel de l'application de l'essence de l'odeur de l'arbre. Donc, l'installation, littéralement, demande à être activée, sans quoi il n'y a pas d'œuvre. Hein. On débarque dans ce white box, il y a un arbre dans son pot, et puis ce dispositif-là que vous voyez sous forme d'huile essentielle qu'on peut s'appliquer sur la peau, et puis essayer de se projeter, s'imaginer être dans cette conversation olfactive avec l'arbre. Donc, position du spectateur, je la trouve assez intéressante. Elle est à la fois active et passive. Donc, active, évidemment, parce qu'il faut appliquer le parfum. Enfin, il faut, si on veut, si on joue le jeu. Et puis, passive, parce qu'il y a une incertitude radicale sur cette interaction avec l'arbre, présentée comme une conversation qui, je cite l'artiste, pourrait avoir lieu. Une position d'attente vis-à-vis d'une possibilité presque impossible, d'une interaction réelle. Donc, on est suspendu dans quelque chose de tout à fait incertain qui pourrait avoir lieu, mais on n'a aucun moyen de, nous, comme ça, consciemment, avec nos moyens sensitifs, de vérifier si quelque chose a lieu aussi du point de vue de l'arbre ou pas. Donc, je trouve intéressant cette position de suspens dans laquelle elle pose le spectateur. Et Sylvie, tu as une... Oui, il y a une question que je transmets. Ah oui. Aude, est-ce que l'arbre sait qu'il est dupé? Ben justement, c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'évidemment, on ne peut pas le savoir. C'est évident. C'est ça qui... Donc, ça nous place, nous, spectateurs humains, qui avons peut-être un peu un certain souci on veut bien être attentif à ce qui se passe de l'autre côté, mais voilà, on peut... il y a toute une science des interactions biochimiques entre les arbres qui passent par justement les composants organiques volatiles ou qui peut-être aussi passent par le réseau fongique du sous-sol dans une certaine mesure.
Et donc ça, c'est des choses qu'on a pas mal étudiées hein, scientifiquement depuis un certain nombre d'années. Mais voilà. Donc il y a un petit peu les conditions fondamentales pour qu'un dialogue éventuel puisse avoir lieu. Est-ce que c'est l'arbre? Mais peut-être que c'est pas seulement l'arbre qui est dupé, c'est peut-être aussi nous qui sommes dupés, parce que peut-être que ça, voilà. Mais il y a un suspens. C'est ça qui, c'est juste cet aspect-là que je voulais souligner. Une sorte de position d'attente vis-à-vis de quelque chose qui paraît à la fois possible et impossible. Et ça, c'est un peu analogue enfin, c'est un peu analogue. C'est assez semblable, en fait, à ce que suggère aussi Henri Maldinet avec la notion de transpossibilité. Vous me dites combien de temps il me reste. Ça va, je peux... C'est open-end? Non, quand même pas. Mais donc, je vais prendre encore un quatrième exemple, puis après, je vais arriver je vais développer quelques idées un peu plus philosophiques. Peut-être j'en ai encore pour peut-être 20 minutes, ça va aller? Ouais. Ok. Quelque chose comme ça. Ok. Quatrième exemple, c'est des travaux artistiques que je maîtrise un peu moins bien, qui sont plus difficiles à saisir aussi, mais je vous montre juste une vidéo assez mignonne. C'est un... Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Juste la faire apparaître chez moi. Donc, c'est un artiste qui s'appelle Adam Zaretsky, qui est assez connu, par contre. Peut-être certains d'entre vous en ont... Lui, il était venu en juin dernier, effectivement. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé depuis beaucoup d'années, en fait, depuis le début des années 2000. Je crois même qu'il est biologiste au départ de formation. Et il a beaucoup travaillé dans des labos biologiques comme artiste associé, notamment au MIT et dans d'autres universités. Et il est plutôt sur des manipulations génétiques, sur la réflexion autour notamment de la génétique humaine, mais aussi en général et la microbiologie. Et là, il y a une très jolie vidéo qui s'appelle Embryo Petting, dit avant d'inoculer les gènes avec la technique CRISPR, vous savez, la technique de manipulation génétique qui s'est développée depuis une quinzaine d'années. Faut quand même un petit peu préparer l'embryon à l'injection qu'on va faire. Donc, d'où avec la caresse. Ça, c'est mignon. Mais bon, c'est une vidéo en l'occurrence, donc c'est pas une œuvre qui implique concrètement le non-vivant, mais souvent il fait des expériences où on doit supposer qu'il y a le organisme qui est là et que d'une certaine façon on doit faire avec cette conscience malheureuse de... La vidéo est faite avec une perceuse en ladino, en tradition juive. Voilà, c'est un peu une image en loupe. Hein, mais ça donne assez bien son état d'esprit, qui consiste à chaque fois à rappeler au fond aux acteurs et aux spectateurs que même sur le plan unicellulaire, même sur le plan moléculaire, on a affaire à des formes de sensibilité. Et que voilà, que c'est toujours un peu une impasse et une difficulté de considérer les organismes vivants comme de la matière inerte. Mais après, c'est une œuvre plus complexe que ça, Zaretsky. J'ai commencé un peu à lire et à travailler quelques-uns de ses textes, et il y a aussi un style très rococo et très comme ça, très en fait, c'est plus un écrivain. Il
faut que je reprenne et que je retravaille. OK. Voilà. Donc, je laisse ces exemples d'œuvres un petit peu germer dans vos esprits. Je vais peut-être hop, là. Juste ces moments-là, c'est pas mal. Hein. Et reprendre un petit peu l'enjeu politique de ces travaux. Donc, ce que je propose, et je suis évidemment très loin d'être le seul, hein, c'est que l'un des enjeux essentiels de la création artistique aujourd'hui est de contribuer à aiguiser notre sensibilité à l'égard des autres acteurs de notre écosystème, de nos écosystèmes. Non pas justement forcément au sens d'une meilleure connaissance du monde naturel, encore que ça devrait être lié, dans le sens de connaître un petit peu les espèces d'arbres, etc. Enfin, ça, c'est clair que c'est pas de trop non plus. Mais ce qui est le plus essentiel avant ça, c'est justement d'aiguiser notre capacité d'être surpris, d'accueillir l'imprévisible, de laisser émerger plutôt cette posture paradoxale de la capacité d'accueillir l'imprévisible. Exactement ce que David Abram appelle sentience, capacité de sentir, donc d'être surpris par ce qui se présente dans le champ perceptif. En effet, me semble-t-il, et là aussi j'enfonce un peu une portail grand ouvert, hein, la prétention humaine la plus nocive est sans doute celle de vouloir soumettre et maîtriser les processus naturels, donc d'exclure l'imprévisible et le contingent, et donc en étouffant l'autonomie des autres vivants. Vous voyez bien, enfin, les exemples sont évidents quand on pense à ça, mais si vous pensez par exemple à l'usage des pesticides et des herbicides, et en général des intrants chimiques dans l'agriculture contemporaine, et c'est d'ailleurs assez compréhensible et légitime hein, quand vous interrogez les agriculteurs, ce dont il s'agit, c'est de garantir les rendements, donc de maîtriser la production. Il s'agit de garantir les rendements, parce que si tout à coup il y a un nuisible, comme on dit, ou s'il y a une maladie fongique ou autre qui envahit le maïs, hein, par exemple, pour prendre un exemple particulièrement sensible, tout à coup, l'agriculteur qui a investi dans ses machines, qui est endetté, etc., s'il a la moitié ou un tiers du rendement habituel, évidemment, il va être ruiné, quoi. Donc, tout le système économique et social dans lequel on est, politique, il vise à garantir les rendements. Pour ça, il faut de la prévisibilité. Et pour ça, quand on n'a qu'un seul acteur dans un champ, on veut que du maïs et aucune autre plante qui doit interférer, parce qu'elle peut réduire et puis ça pose des problèmes après, évidemment, pour la récolte, s'il y a beaucoup d'autres choses, parce qu'après, je vous passe les détails. On va, par exemple, passer des couches d'herbicides avant de planter. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je ne suis pas paysan, hein, mais enfin, c'est des choses qu'on peut assez facilement étudier, recomposer et comprendre. Mais philosophiquement, si vous voulez, l'enjeu de tout ça, c'est de supprimer l'imprévisible, de rendre la récolte prévisible. On sait combien on a planté, on sait combien on a semé, et on sait combien on va récolter. Pratiquement à 10 kilos près. Et c'est ça qui est justement tellement meurtrier pour la biodiversité. Parce que la biodiversité, elle se développe par nature de manière imprévisible. Les mutations génétiques qui ont lieu dans un écosystème, en fonction de l'adaptation au changement, etc., sont par nature imprévisibles. L'éruption d'un acteur végétal ou animal dans un écosystème est par nature imprévisible. Donc la manière dont la biodiversité se développe nécessairement passe par cette dimension-là. Et si donc on veut, nous humains, être plutôt des acteurs qui développent ou qui
aide à développer la biodiversité plutôt que de la réduire, eh bien, il est nécessaire d'aiguiser, d'affiner cette capacité de sentir qui équivaut justement à renforcer cette capacité paradoxale d'accueillir l'imprévisible. Et c'est cette capacité-là, là, je vais passer un peu par un auteur que j'aime bien, c'est les étudiants qui me connaissent un peu savent que je reviens souvent sur lui, c'est Henri Maldinet. Donc, c'était un philosophe aussi qui était né en 1912 et mort en 2013, donc il a passé le cap des 100 ans. Donc, il a beaucoup aidé à importer et forger la notion de rythme en esthétique, appliquée aux arts visuels en particulier. Si vous connaissez sans doute le livre de Deleuze sur Bacon, Logique de la sensation, déjà un petit peu mieux. Ouais. Tout ce qui développe sur justement le rythme autour de Cézanne et comment il enracine, comment il comprend Bacon à partir de Cézanne, etc. Tout ça vient directement de Maldinet. D'ailleurs, dans la note en bas de page, il y a une référence explicite quand même. Hein. Ce n'est pas toujours chez Deleuze, il y a des emprunts qui sont moins clairs que. Mais là, il est tout à fait honnête. Pas de malaise. Donc, il a enseigné longtemps à Lyon. Presque toute sa vie, il était à Lyon. Et puis, ouais, il y a. Bon, bref, pas grand-chose à dire sur sa vie. Il est plutôt dans la mouvance. Il a beaucoup fait, d'ailleurs, pour introduire la pensée, la psychiatrie phénoménologique en France. Il a traduit plusieurs textes de Ludwig Binswanger. Aussi était dans cette mouvance il a beaucoup travaillé sur la psychiatrie, sur les pulsions, sur la schizophrénie, etc. Là, j'ai juste pris ce livre Penser l'homme et la folie, qui a été publié en 91, qui contient la plupart de ses essais autour de la psychiatrie, comme son titre l'indique. Voilà, juste focaliser. Donc, c'est dans le dernier texte de ce recueil-là, donc un texte qui date donc de la fin des années 80, où il développe l'idée de ce qu'il appelle la transpassibilité. Donc cette capacité d'accueillir l'imprévisible, Maldinet appelle ça la passibilité. Comme étant justement une capacité paradoxale, puisque c'est à la fois actif et passif. C'est quelque chose qu'on subit, mais en même temps, on est capable activement de reconnaître que ça nous surprend. On est passible, comme on est passible d'une peine de prison. Ça peut nous arriver, mais aussi ça peut ne pas nous arriver. Il y a aussi quelque chose de contingent. Et quand c'est un événement qui, au moment où il a lieu, apparaît comme ayant été impossible, ce qui est le cas souvent en tout cas selon les descriptions de Maldinet sur la rencontre avec l'œuvre d'art, il appelle ça la transpassibilité. C'est vraiment la radicalisation de ce paradoxe. L'événement perceptif, la rencontre avec cette œuvre, par exemple, survient, ça arrive, ça m'arrive, et au moment où ça arrive, ça apparaît comme ayant été impossible avant d'arriver. On est dans un paradoxe temporel. Donc, il tient les deux. Il est l'événement où il parle par exemple de l'événement d'une expression inintégrable, dont l'acceptation ou l'accueil exige la transformation. Ça, c'est aussi une idée intéressante, c'est que en même temps que on subit un événement imprévisible, eh bien, il est nécessaire pour nous, notre structure, la structure de notre subjectivité, de se transformer pour se rendre capable de l'accueillir. Par exemple, alors je peux lire, c'est vers la fin de ce texte, on peut penser l'homme et la folie. Il écrit ceci: l'existence et l'événement ont originairement partie liée
en ce qu'ils instituent ensemble et à l'état naissant le pli existentiel. L'accueil de l'événement et l'avènement de l'existant sont un. Au moment où l'existant, c'est comme ça qu'il appelle le sujet, il dit l'existant, un peu à la façon heideggerienne, ce qui est très dans la lignée de Heidegger. D'ailleurs, c'est là que, bon, je reviendrai là-dessus après, mais je ne veux pas trop insister là-dessus parce qu'il fait une grosse distinction dans ce texte entre vivant et existant. Le vivant, c'est les animaux, et l'existant, c'est l'humain. Il y a seul l'existant peut faire face au vide et donc se laisser entièrement bouleverser, se laisser transformer par... mais bon, je laisse cette distinction-là en suspens. On peut penser aussi certains animaux, du moins, ou les animaux en général, comme des existants, forcément. On n'est pas obligé d'aller jusque dans cette... parce que, bon, voilà, Maldinet, c'est aussi un penseur de la différence anthropologique. Mais je trouve que le concept de l'événement transpossible, donc qui survient tout en paraissant impossible, et l'idée d'un sujet, d'un existant transpassible, donc qui est susceptible de se laisser transformer par la manière dont cet événement perceptif bouleversant survient. Ça, je pense que c'est une idée qui me paraît importante. Je vais peut-être juste lire encore un autre passage. Ça paraît peut-être très abstrait, mais je vais essayer de concrétiser un petit peu par la suite. Comment il décrit ça un peu plus loin, donc ça c'est page 307 de cette édition. Étant subi, donc je cite Maldinet, étant subi, l'événement n'est pas inventé. Ce n'est pas moi qui l'invente, je le subis. Ça m'arrive. Il n'est pas un objet interne, un des pôles d'un monde subjectif. Ce n'est pas moi qui invente, ce n'est pas moi qui projette, ça m'arrive, c'est une altérité qui m'arrive dessus. Il surgit de l'imprévisible. Mais à la différence d'un objet transitionnel au sens de Winnicott, il n'est pas trouvé, et c'est en quoi il est personnel. L'existant ne le découvre pas devant soi dans le monde, il en subit la réalité, à même son existence, à laquelle cet événement ouvre un monde autre, dont la réalité est incompatible avec celle de l'ancien. Si donc il y a tension dans la crise, c'est entre deux mondes et entre deux façons d'exister. C'est une description d'un moment de crise existentielle qu'on peut ressentir qui peut surgir face à une œuvre d'art. Un film peut nous mettre en question, ou la vision d'un paysage, ou un événement comme ça. Donc, il ne s'agit pas, continue Maldinet, d'un passage du subjectif à l'objectif qu'assure par ailleurs l'objet transitionnel. Donc, vous connaissez l'idée d'objet transitionnel chez Winnicott, le fait qu'il tient lieu de la maman, donc ça aide à supporter l'absence de la maman chez le petit enfant, le doudou. Bon. Ce n'est pas ça dont il s'agit ici. L'utilisation d'un objet, alors il cite Winnicott, l'utilisation d'un objet transitionnel symbolise l'union séparée, la mère et l'enfant, en ce point de l'espace et du temps où s'inaugure leur séparation. Fin de citation de Winnicott. La puissance, et Maldinet enchaîne, la puissance de l'événement est plus abrupte. Il s'agit d'une métamorphose de l'existence et de ce à quoi est la ouverture d'une métamorphose de la réalité. Il développe, il y a déjà dans les textes sur le rythme antérieurs des années 60, l'esthétique des rythmes, il m'avait déjà cette idée du surgissement d'un rythme, c'est-à-dire qui suppose l'expérience du chaos, donc la perte des coordonnées spatiales, donc l'expérience du vertige, et où le début d'une trajectoire perceptive à partir du point gris, référence à Paul Klee, en l'occurrence dans le texte de Maldinet, à partir du point gris, il y a un nouvel espace qui se structure. Et le rythme a cette fonction-là, de remise en place d'une nouvelle structure
spatiales, de nouvelles manières de vivre les coordonnées spatiales fondamentales du haut et du bas, de la droite et de la gauche, et du devant et du derrière. Donc voilà, ce qui est en jeu dans la rencontre avec une œuvre d'art, c'est ce moment qui induit un changement chez le spectateur. C'est un choc qui peut être traumatisant, d'ailleurs, et provoquer un déraillement de la personne. Si on pense à ce que Deleuze en fait dans Logique de la sensation, il parle vraiment d'une sorte de puissance insupportable, hein, du rythme qu'il faut... presque invivable, hein, c'est l'expression chez Deleuze. Binet, encore dans le même texte, Penser l'homme et la folie, parle de la dramatique de l'expression qui peut être à l'origine de l'éclatement de la psychose. Mais si le vivant humain est capable, passible justement d'un bouleversement qui peut lui faire perdre le contact avec le réel, donc qui peut bouleverser à ce point les habitudes qu'elles se perdent presque entièrement, ou comme il l'écrit aussi, tout à coup, il a subi l'événement d'une expression inintégrable. Elle venait d'ailleurs, ouvrant un autre monde dont l'acceptation ou l'accueil exigeait cette transformation. C'est encore un autre passage du même texte. Et donc cette pratique, dans le cas du déclenchement d'une psychose, est un cas limite. En général, le vivant peut mobiliser une résistance ou un consentement qui sont actifs. Ça, c'est aussi une expression chez Maldinet, hein, peut mobiliser une résistance ou un consentement qui sont actifs au cœur du pâtis, au cœur de ce qui est subi. Une telle dialectique est indissociable de la vie et se trouve jouée dans la rencontre avec l'œuvre d'art. C'est là que je m'écarte en disant que tout ça, ça marche, c'est pas seulement, il n'y a pas besoin de faire une distinction entre le vivant qui serait toujours dans l'enchaînement causal, métabolique, et puis l'existant humain qui seul aurait cette capacité-là. À mon avis, une dynamique qui est indissociable, jamais non plus absolue, hein. Il n'y a jamais non plus de bouleversement absolu. Mais c'est une autre discussion. À chaque fois, un rythme se donne qui contraste plus ou moins avec les miens. Mais ces derniers en suspens, ne serait-ce qu'un instant, la liberté que nous avons alors de nous détourner ou de nous y engager fait que cette rencontre est aussi toujours l'occasion de modifier telle ou telle habitude. Mais selon Maldinet, qui suit les maîtres de l'art moderne, Cézanne, Klee notamment, le moment de la rencontre avec l'œuvre d'art implique d'être justement, dans une certaine mesure en moins, perdu, d'avoir perdu les repères et de se laisser guider par le mouvement d'émergence du rythme. Et je donnerai peut-être pour terminer un exemple de David Abram, de nouveau. Donc c'est lors d'une randonnée dans les Rocheuses où il décrit l'apparition et la disparition d'un cerf lors d'une randonnée, justement. Je vous lis ce passage, je le trouve particulièrement évocateur de ce type de phénomène. L'arbre continue de me bercer doucement, d'enraciner ma colonne vertébrale dans les premières couches du sol, de laisser mes pensées monter, tomber et disparaître. Je m'éveille à la sensation étrange d'être regardé. Mais comment, par qui? Puis je l'aperçois, juste derrière les arbres les plus proches, un petit mouvement, comme celui d'une feuille qui se retourne, mais pas tout à fait. Et alors je reconnais que oui, c'est une oreille qui remue, une oreille assez grande. Au-dessous, non, c'est mieux. Ouais. Un œil rond me fixe, mais il ne me voit peut-être pas, puisqu'une grande ramure apparaît au moment où le cerf baisse sa tête pour continuer à brouter. Je me penche vers la droite pour y voir plus clair. Le cerf lève les yeux à nouveau. Après un long moment, il baisse lentement la tête, puis la relève brusquement comme s'il voulait m'attraper. Je me tiens parfaitement immobile, ma respiration pas assez forte pour faire vibrer une toile d'araignée. Finalement, le cerf paraît convaincu. Il se remet à brouter, cette fois une poignée de feuilles. Lentement, à présent, il se dirige vers ma gauche, émerge graduellement parmi ses troncs, mais encore masqué par une gerbe de branches. C'est à ce moment seulement que mes yeux esquissent le contour de son corps et recueillent un aspect de cette grâce tendue. Le flanc brun, la nuque qui s'étend vers l'avant, puis se repose, puis glisse à nouveau vers l'avant, en suivant le rythme des jambes l'une après l'autre. À peine à 6 mètres devant moi, son corps couleur fauve se glisse avec aisance à travers les branches.
Je fais pivoter mon torse pour le regarder de face, mais le cerf s'est évaporé. Je regarde abasourdi à travers le treillis des troncs. Je tourne mon corps par-ci et par-là. Je tends l'oreille vers le bruit des sabots, mais j'entends seulement le vent dans les couronnes et tout le calme alentour. Je me sépare de mon arbre et avance de quelques mètres en écartant les branches, mais rien de mouvement ni de sonore devant moi. À ma droite, là-bas, un vague gazouillis dans les branches, mais le cerf est parti. The deer is gone. Impossible! N'était-ce pas une créature plutôt grande à sang chaud entre ces arbres un instant auparavant? Comment pouvait-elle simplement disparaître comme si elle n'était qu'un songe? Cependant, je suppose que je ne l'ai jamais vue clairement. J'observais ses mouvements plutôt que d'être attentif à sa présence stable, et pourtant, il était présent, n'est-ce pas? Ah, regarde cette feuille, cette autre feuille, toutes deux à moitié broutées. Et si je regarde le sol, évidemment, chaque sabot postérieur légèrement plus fin atterrir dans la même empreinte que le sabot antérieur. C'est la trace claire de cette démarche silencieuse. Donc, événement, pour le coup, de disparition d'un cerf dans la forêt. Donc, voilà, je pense que la description est assez explicite, assez plastique, assez visuelle. Hein. Il a une écriture très, très visuelle, comme ça. Si j'ai correctement traduit, on se sent assez bien dans cette forêt, adossé à cet arbre, en train les témoins de ce face-à-face. Il y a une mise en mouvement du sujet à chaque fois. Il y a, c'est-à-dire cette aller-retour entre l'apparition et la disparition provoque un mouvement du sujet, mais n'était-ce pas, enfin, vous avez même remarqué que pendant que je lisais, je me penchais plus en avant dans le deuxième paragraphe, et il se met en mouvement pour observer, mais ah oui, voilà, et puis il voit les traces de l'animal qui confirment que quand même il n'a pas rêvé. Il y a aussi dans la description de comment le cerf apparaît, il y a toujours une correspondance entre la posture corporelle, la respiration, la tension qu'on met dans le regard, etc. Donc une interaction constante avec le corps percevant de David en l'occurrence, et une forme d'émerveillement qui s'exprime aussi à travers le texte. Et donc voilà, ce que je prétends, ce qu'on peut prétendre, en tout cas ce que prétendrait aussi David, je pense, en ayant discuté ou en ayant partagé des expériences aussi avec des chamans dans différents pays, des guérisseurs de sociétés traditionnelles, c'est que ce type d'attitude, mouvement, rythme, être à l'affût, être émerveillé par ce qui apparaît, chercher à s'ajuster entre son corps et puis avoir cette expérience de la surprise liée à l'apparition ou à la disparition. Ce n'est pas forcément le propre des humains, mais des vivants en général. Donc on peut se poser la question si effectivement les animaux sont aussi d'une certaine façon, du moins certains d'entre eux au moins, ont une forme de ou de passibilité ou de transpassibilité. D'une certaine façon, et je vais peut-être arriver à ma conclusion, le rythme propre d'une œuvre d'art, ce qui fait qu'une œuvre d'art possède sa propre relation ouverte avec le monde sensible, pourrait être conçu comme une reprise de cela, comme une sorte d'imitation de ce qui se produit dans notre rapport avec le monde perçu, avec ce que Abraham appelle, avec les penseurs indigènes, hein, beaucoup, notamment amérindiens, appellent le monde plus qu'humain, hein, le more than human world. Un exemple... un autre exemple justement de chez lui, c'est un peu plus loin dans le livre. Il raconte comment il s'est fait initier par un chaman népalais au fin fond d'une vallée de l'Himalaya à rencontrer une rencontre, on pourrait dire une rencontre interspécifique avec les corbeaux de la vallée, avec des exercices de perception. Exerce-toi à regarder, pas la surface du rocher, mais à regarder à 30 cm à l'intérieur du rocher, et puis fait la journée entière là-dessus. Enfin, des exercices comme ça d'initiation par le chaman, hein, qui raconte dans sa jeunesse.
Et comment ça le conduit à avoir une expérience extrêmement bouleversante de vol comme un corbeau. C'est-à-dire qu'il fait vraiment une expérience de transport dans le corps du corbeau, un peu à l'instar de ce que racontent aussi les chamans de beaucoup d'autres cultures. Et donc ça, c'est intéressant aussi. Donc, l'œuvre d'art, évidemment, elle ne va pas jusqu'à nous donner des expériences de chaman, évidemment. Mais si on considère justement l'œuvre non pas d'abord comme un objet, mais comme dans sa dimension performative, active, eh bien, justement, l'action qu'elle est susceptible d'accomplir est une forme de modification, voire de bouleversement de notre manière de percevoir. Et si on ajoute aux rythmes picturaux les rythmes vitaux, eh bien, on ajoute justement une couche qui incite le spectateur, la spectatrice à sortir ou à suspendre ses habitudes perceptives et motrices pour s'initier à d'autres. Dans la mesure où la rencontre d'autres rythmes vitaux requiert de la part du sujet humain démantèlement et une restructuration de son organisation sensorimotrice, on peut dire que l'œuvre d'art avec des acteurs non humains est un lieu justement de rencontre. Voilà. Et puis, je pense que si je continue à parler, je vais commencer à me répéter beaucoup trop. Donc, c'est le moment que je m'arrête. Et je vous remercie pour votre patience et j'espère qu'il y aura quelques questions.